On dit que le chagrin a un son, mais la trahison est plus silencieuse. La trahison est assise là, les jambes croisées au premier rang, portant la robe noire préférée de votre défunt mari et votre collier. Je n'avais pas porté ce collier depuis des années. De petites boucles en or et un pendentif en opale. Harold me l'avait acheté pour notre 25e anniversaire. Je l'avais gardé rangé dans ma boîte à bijoux, derrière le petit sac en velours avec nos initiales en relief. Maintenant, il reposait sur le cou pâle d'une femme de 30 ans, ma cadette, à quelques centimètres seulement de l'endroit où ils avaient déposé Harold pour son dernier repos. Les funérailles avaient lieu à la chapelle de Westbrook, la même où les collègues d'Harold s'étaient rassemblés pour enterrer 3 des leurs au cours de la dernière décennie. Les médecins aiment les rituels. Il y a toujours un rythme. Des costumes impeccables, des sanglots contenus et des éloges creux d'hommes qui pensent que l'émotion est un handicap. J'étais assise au 2e rang, pas au premier. Le premier rang était réservé à la veuve, bien sûr. Seulement, je n'étais pas là quand ils ont commencé à placer les cartons nominatifs. J'étais dans le bureau de l'église en train de finaliser la musique. C'était l'hymne préféré d'Harold. Je voulais m'assurer qu'il jouait la bonne version. Quand je suis revenu, le premier rang avait été pris. Elle était déjà assise, les jambes croisées à la cheville, une posture militaire parfaite. Elle s'appelait Élise, sa secrétaire, 29 ans si ma mémoire est bonne. Personne ne lui a demandé de bouger, pas même mon fils. Daniel était assis à côté d'elle, son visage illisible. Il m'a fait un signe de tête poli alors que je prenais la place du 2e rang à côté de ma sœur. « Qu'est-ce que » a-t-elle chuchoté. « Tu veux que je dise quelque chose ?» J'ai secoué la tête. « Pas ici. Pas aujourd'hui. » Le service a commencé. Le pasteur Whitman a lu un passage de l'Ecclésiaste. Je fixais l'arrière de la tête d'Élise, le chignon brun et lisse, trop parfait pour ne pas être l'œuvre d'un professionnel. Je me suis souvenu de l'époque où mes propres cheveux tombaient en boucle dans mon dos. Avant les cheveux gris, avant la peur du cancer, avant que je ne cesse d'être autre chose qu'un accessoire fiable dans la vie d'Harold. Le banc sous moi était froid. Après le sermon, nous avons marché jusqu'au cimetière en une lente procession. J'ai remarqué Élise qui me suivait de près, assez près pour que je puisse l'entendre murmurer quelque chose à Daniel. Il n'a pas répondu. Sa main est restée dans sa poche. Après l'enterrement, les gens sont venus un par un. D'anciens patients, des voisins, des collègues. C'était un grand homme, disait-il. Toutes nos condoléances. J'ai hoché la tête, les ai remerciés, et tenu leurs mains un moment de plus que nécessaire. Je n'ai pas pleuré. Le chagrin n'était pas le sentiment principal. Plus maintenant. De retour à la maison était pleine de gens. Ils se sont servis du vin, des plateaux de fromage, des mini-quiches. Je n'avais rien commandé. Je me tenais près de la fenêtre, regardant un jet bleu picorer la pelouse. Élise était déjà à l'intérieur quand j'ai franchi la porte. D'une manière ou d'une autre, elle était arrivée avant moi. Elle se tenait près de la bibliothèque d'Harold, la main sur un dos que j'ai reconnu. Le courage de guérir, un livre que je lui avais recommandé des années auparavant, lorsqu'une de ses patientes s'était suicidée. J'y avais écrit une note. Élise l'a ouvert et a souri. Un tout petit sourire. Je me suis approché derrière elle, silencieusement. « Je ne savais pas que vous aimiez les livres d'Harold, » ai-je dit. Elle s'est retournée. « Il me lisait des passages de celui-ci » a-t-elle dit, sa voix mielleuse mais stable. Il disait que cela l'aidait à comprendre des choses sur lui-même. Intéressant, ai-je pensé. Il ne m'en avait jamais parlé. Ses yeux se sont posés sur mon collier, maintenant le sien, apparemment. Ceci, a-t-elle dit, les doigts effleurant le pendentif. C'était son préféré. Le mien aussi, ai-je répondu, et je me suis éloigné avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai trouvé Daniel dans la cuisine. Il se versait un verre. Du scotch. Probablement le Glenfiddich d'Harold. Il avait l'air plus vieux que ses 35 ans aujourd'hui. Trop sérieux. Trop prudent. Tu savais, lui ai-je demandé. Il s'est arrêté en plein milieu de son geste. Non. Quoi? J'ai attendu. Il n'a pas répondu. Je l'ai laissé là avec la bouteille et je suis monté à l'étage. La porte de notre chambre était fermée. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, tout était comme nous l'avions laissé il y a 2 nuits. Son pyjama plié proprement,
ses lunettes sur la table de chevet, son alliance toujours dans le bol près du lavabo. Il ne la portait plus depuis des mois. Il disait que c'était inconfortable, l'arthrite. J'ai ouvert ma boîte à bijoux. Le sac en velours avait disparu. Seule son empreinte restait, comme une marque en forme de corps dans un lit qui s'était refroidi. La maison s'est vidée lentement, comme une marée qui se retire après une tempête sans importance. Les invités ont laissé leurs assiettes en carton et leurs verres de vin vides derrière eux, comme si leur chagrin avait eu un impact physique. Ils ont chuchoté des au revoir, offert une sympathie de circonstance, et se sont retirés dans leurs vies intactes. Au coucher du soleil, seul le silence restait. Je me tenais à l'évier, rinçant les tasses. Non pas parce que je le devais, non pas parce que quelqu'un s'y attendait, mais parce que j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains, quelque chose d'autre que de les serrer en poing. Le sac en velours manquait toujours. Je n'ai pas confronté Daniel à ce sujet ce soir-là. Je n'ai pas demandé à Élise pourquoi elle le portait ou comment il s'était retrouvé autour de son cou. Je connaissais la réponse. Il y a des choses qu'on sait, dans ses os. Tout comme j'avais su, même avant les funérailles, qu'Harold m'échappait, non seulement en âge ou en santé, mais en loyauté, en esprit. Nous avions un bon mariage selon la plupart des gens, 42 ans. Pas d'infidélité, du moins aucune dont j'étais au courant. Nous avons élevé un enfant, survécu à la récession, perdu sa mère, enterré mon père. Nous avions un rythme, une vie. Je lui préparais son petit déjeuner chaque matin. Il m'embrassait sur le front chaque soir. Mais quelque part au milieu, je suis devenu l'arrière-plan. Le rideau de sa performance. Et puis Élise est arrivée. Elle a commencé comme intérimaire, je me souviens, ayant besoin d'un travail rapide tout en terminant ses études. Elle souriait trop souvent, riait trop facilement, portait des talons qui claquaient un peu trop fort sur les sols de la clinique. Harold disait qu'elle était efficace, qu'elle mettait de l'ambiance. J'ai commencé à remarquer les changements lentement. Harold travaillait plus tard, prenait des appels téléphoniques dans d'autres pièces, fermait sa mallette à clé. Puis est venue l'odeur de parfum cher sur son col, pas le mien. J'avais arrêté de porter du parfum des années auparavant. Cela interférait avec ses allergies, soi-disant. Pourtant, je n'ai rien dit. On apprend à faire la paix avec certaines choses dans un mariage. Un dîner manqué ici, un week-end annulé là. Je me disais que c'était le travail. Toujours le travail. Ses patients avaient besoin de lui. Il était épuisé. Il était gentil, même si distant. Il ne criait jamais. Il se souvenait des anniversaires, et ça, je me le disais, c'était de l'amour. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. Cette nuit-là, j'ai ouvert le tiroir où Harold gardait les reçus de la clinique, non pas parce que je m'attendais à trouver quelque chose, mais parce que je ne pouvais pas dormir. À l'intérieur, parmi les formulaires d'assurance habituels et les ordonnanciers, se trouvait une petite enveloppe adressée à EH. Je me suis figé. EH Élise Howard. L'enveloppe n'était pas scellée. À l'intérieur se trouvaient 2 billets de concert du mois dernier, une symphonie. Le même soir, Harold m'avait dit qu'il assistait à un dîner du conseil d'administration. Il y avait aussi une petite note griffonnée de l'écriture rapide et négligente d'Harold, « Tu étais radieuse en bleu ». Je ne me suis pas senti aussi jeune depuis des décennies. H, bleu. La robe, mon collier, ma vie. J'ai soigneusement remis l'enveloppe en place. Je n'avais pas besoin de la relire. Les mots s'étaient déjà gravés quelque part au fond de moi, là où même les larmes ne pouvaient atteindre. Je suis allé me coucher sans me brosser les dents, sans me changer. Je me suis allongé du côté d'Harold, son odeur s'accrochant encore faiblement à l'oreiller, ce mélange familier d'après-rasage et de non-dit. Le matin, Daniel a appelé. « Salut, maman. Je prends juste de tes nouvelles. » Il n'avait pas pris de nouvelles pendant des semaines avant les funérailles. « Je suis là, » ai-je dit. « Tu vas bien? Tu veux la réponse polie ou l'honnête ?» Il y a eu une pause. « L'honnête. »« Non, » ai-je dit. « Je ne vais pas bien. » Un autre silence, plus long cette fois. « Je ne savais pas que ça te ferait autant de mal, » a-t-il dit doucement. « Que veux-tu dire ?»« Le collier. » Élise. Elle n'a pas, il s'est arrêté. A essayé à nouveau. Papa le lui a donné il y a des mois. Je ne pensais pas que tu le remarquerais. Il savait donc. Tu ne pensais pas que je remarquerais mon propre collier sur une autre femme au premier rang des funérailles de ton père?
Je ne pensais pas qu'elle le porterait. Je lui ai dit de ne pas le faire. Mais elle l'a fait. Et tu l'as laissé s'asseoir là, Daniel. Tu l'as laissé s'asseoir à ma place. Sa voix a baissé. Elle a dit qu'elle voulait être proche. De qui, ai-je demandé. De l'homme qui ne portait jamais son alliance ou de la femme dont elle a remplacé la vie, une pause déjeuner à la fois. Il n'a pas répondu. J'ai besoin de temps, ai-je dit avant qu'il ne puisse essayer. N'appelle pas demain. Maman, pas demain. J'ai raccroché. Ce n'était pas la rage qui m'emplissait alors. C'était quelque chose de plus froid. Pas tout à fait de la colère, pas encore de la vengeance. Juste la prise de conscience naissante que personne n'allait me défendre sauf moi-même. Que la dignité qu'il me restait, je devrais la reconstruire brique par brique. Et je le ferai. Mais d'abord, j'ai fait une liste. L'avocat d'Harold, le comptable de la clinique, mon propre conseiller financier, la femme de la banque qui m'envoyait des cartes d'anniversaire. Je n'allais pas commencer par la confrontation. J'allais commencer par l'information. Le matin après notre appel, Daniel a laissé des fleurs sur mon seuil. Des lys blancs. Harold m'en apportait quand nous nous disputions, comme si la beauté pouvait effacer l'insulte. Je ne les ai pas rentrés. Je les ai laissés sur la table du porche. Laisser le soleil les dessécher. Cela semblait approprié. À midi, j'étais au téléphone avec Monsieur Aldridge, l'avocat de longue date d'Harold. Il était plus âgé que nous deux, parlait lentement et prudemment. Le genre d'homme qui ne portait jamais de manches courtes et disait toujours « Madame », comme s'il le pensait. J'aimerais revoir le testament de mon mari, ai-je dit. Une pause. Madame Harrington, j'allais justement vous appeler cette semaine. Nous avons reçu la copie notariée finale. Si vous êtes libre demain, je peux vous guider à travers la distribution de la succession. Est-ce compliqué? Pas nécessairement, a-t-il dit lentement, bien que j'imagine que certaines parties puissent être surprenantes. Choix de mots intéressants. Je serai là à 10 heures. J'ai raccroché et j'ai regardé la photo d'Harold sur la cheminée. Celle de notre voyage à Banff. La dernière fois qu'il m'a regardé comme s'il me voyait vraiment. Il portait un pull en laine que je lui avais tricoté, tenant un thermos de café, souriant comme un garçon. Je me suis demandé si Élise avait déjà vu cette version de lui. J'en doutais. L'homme qu'il était devenu avec elle n'était que posture et prétention. Harold avait une version de lui-même pour chaque public. Je pensais autrefois connaître la vraie. Maintenant, je n'étais pas sûr qu'il n'y en ait jamais eu qu'une seule. Le lendemain matin, à 10 heures précises, j'étais assise en face du bureau bien rangé de Monsieur Aldridge. La pièce sentait légèrement les vieux livres et l'huile de citron. Il a poussé le dossier vers moi doucement, comme s'il pouvait piquer. Votre mari a révisé son testament il y a environ 18 mois, a-t-il dit. Vous en a-t-il parlé? Non. Il a hoché la tête comme s'il s'y attendait. Dans la version mise à jour, il a apporté quelques modifications. Il les a énumérées comme des articles d'épicerie. La maison toujours à mon nom, mais le terrain en dessous, transféré à une fiducie. La fiducie gérée par Daniel, avec un accès de 40% accordé à Elise Howard en cas de décès d'Harold. Son assurance vie, la moitié pour moi, la moitié pour un bénéficiaire privé dont je n'avais pas besoin qu'on m'épelle le nom. Et les parts de la clinique. Celle-ci ne m'avait jamais appartenu, mais j'avais toujours supposé que Daniel en hériterait. Apparemment non. Une partie avait déjà été donnée à Élise en vertu de quelque chose appelé une clause de rétention, quoi que cela signifie. Je n'ai pas interrompu. Je l'ai laissé finir. Quand il a fermé le dossier, il a enlevé ses lunettes et m'a regardé. Vous allez bien? Je suis fatigué, ai-je dit. Mais ce n'est rien de nouveau. Madame Harrington. Appelez-moi May. Il est mort. Les formalités sont mortes avec lui. Il a souri, à peine. Mais, vous pourriez avoir des motifs légaux pour contester certaines parties de ceux-ci, surtout si certaines décisions ont été prises sous une influence douteuse. Oh, je le contesterai, ai-je dit calmement. Non par dépit, mais par principe. C'est ce que je pensais. Il m'a tendu une série de papiers. Dites-moi comment vous souhaitez procéder, mais n'attendez pas trop longtemps. Ces choses deviennent compliquées si vous hésitez. J'ai quitté le bureau en me sentant plus légère, étrangement,
comme si le fait de lire enfin la vérité en noir sur blanc avait levé le poids de toutes mes années de devinette. En rentrant chez moi, je suis passé devant la clinique. La voiture d'Élise était sur le parking. Trop propre, trop rouge, trop suffisante. Un cabriolet qu'Harold l'avait aidé à choisir si le commentaire désinvolte de Daniel au printemps dernier était à croire. Je me suis garé de l'autre côté de la rue. Je n'allais pas entrer. Pas aujourd'hui. Mais je voulais qu'elle me voie. Pas furieuse, pas brisée, juste présente. Alors j'ai attendu. À 16h12, elle est sortie. Blazer noir, jupe crème, cheveux dans le même chignon précis. Elle ne m'a pas vu au début. Puis elle m'a vu. Nos regards se sont croisés à travers le pare-brise. Elle n'a pas souri cette fois. Elle est montée dans sa voiture sans se retourner. Je suis parti avant qu'elle ne sorte. Ce soir-là, j'ai sorti mes propres dossiers. Relevés bancaires, titres de propriété, les vieux comptes joints que nous n'avions jamais fermés. Mon nom était encore sur plus de choses qu'Harold ne le réalisait. Il n'avait pas été aussi minutieux qu'il aimait le penser. Ou peut-être qu'il n'avait tout simplement jamais pensé que cela m'intéresserait de regarder. Mais c'était le cas. Maintenant, c'était le cas. J'ai appelé Claire Simons, notre ancienne conseillère financière. Je veux prendre rendez-vous. Bien sûr, mais... Tout va bien? Non, ai-je dit, mais ça ira. Claire Simons avait toujours aimé Harold. Tout le monde l'aimait. Il était charmant de cette manière polie et non menaçante qui inspirait confiance aux gens. Il établissait un contact visuel, se souvenait des anniversaires et parlait toujours comme si chaque conversation était une consultation. Il m'a même trompé pendant 42 ans. Claire m'a accueilli avec un sourire poli mais incertain lorsque je suis entré dans son bureau. Mais, c'est un plaisir de vous voir. Elle voulait dire, c'est étrange de vous voir ici seul. Je ne me suis pas assise tout de suite. Je me suis tenu près de la fenêtre et j'ai regardé le parking. Harold vous a-t-il déjà dit que j'étais mauvaise en chiffres? Elle a cligné des yeux. Non. Pourquoi l'aurait-il fait? Il me l'a dit plus d'une fois. Il a dit que je n'avais pas besoin de m'inquiéter des finances. Il s'en occupait. Claire a croisé les mains. De nombreux couples se répartissent les responsabilités. Ce n'est pas inhabituel. Sauf que j'ai payé ses études de médecine, ai-je dit en me retournant vers elle. Avec un travail de serveuse et une voiture d'occasion que j'ai usée jusqu'à la corde. Alors, non, Claire. Je ne pense pas qu'il soit déraisonnable de vouloir savoir où est passé mon argent. Elle a hoché la tête. C'est juste. Asseyez-vous. Passons tout en revue ensemble. C'est ce que nous avons fait. Au cours de l'heure suivante, j'ai appris plus sur ma vie que pendant la dernière décennie. Harold avait ouvert de nouveaux comptes à son seul nom, effectué des virements réguliers vers quelque chose appelé un « fonds de consultation » qui, selon Claire, ne sentait pas bon. Il avait mis en place des dépôts mensuels sur le compte d'Elise Howard pour des « tâches administratives » dont aucun ne correspondait à son salaire officiel à la clinique. Et puis il y avait les bijoux. Il avait effectué 2 gros retraits l'année dernière de notre compte joint. Tous deux juste en dessous de la limite déclarable. Je savais maintenant où ils étaient allés. Autour du cou d'Élise, sur sa main peut-être. Peut-être dans une boîte qu'elle sortirait lors d'anniversaire qu'elle n'avait aucun droit de célébrer. Je veux tout restructurer, ai-je dit, ma voix égale. Fermer le compte joint. Déplacer mes actifs. Geler tout ce qui porte mon nom et qui est lié à Daniel ou Élise. Claire a hésité. En êtes-vous certaine? J'ai 66 ans. J'ai été mariée pendant 42 ans. J'en suis douloureusement certaine. Elle n'a pas discuté. À la fin de la réunion, toute mon empreinte financière était différente. Plus mince, protégée, et la mienne. Quand je suis rentré à la maison, j'ai fait du thé et j'ai ouvert le tiroir où Harold gardait nos dossiers familiaux. Au fond, sous de vieilles déclarations de revenus et des cartes d'anniversaire, j'ai trouvé une petite pile de reçus, principalement en espèces, principalement vagues. L'un d'eux a attiré mon attention. Il provenait d'un hôtel juste à l'extérieur de la ville. Un centre de bien-être, selon le logo, daté d'il y a 2 ans. Le même week-end où j'étais allé rendre visite à ma sœur après son opération. Je me souvenais comment Harold m'avait encouragé à y aller. « Tu n'as pas vu Hélène depuis des lustres », avait-il dit. « Elle appréciera la compagnie. » Il n'était pas venu avec moi.
Il avait prétendu avoir un patient avec une condition urgente. Il s'est avéré qu'il était occupé, mais pas à la clinique. Le reçu était pour 2 nuits. Forfait champagne, massage en couple. Je suis resté assise à la table de la cuisine, le fixant pendant un long moment. Ce n'était pas la trahison. Cela faisait déjà partie de l'architecture maintenant, comme une fissure au plafond que l'on ne se donne plus la peine de réparer. C'était la facilité, la répétition, l'audace. J'ai sorti un carnet et j'ai commencé à écrire. Pas pour publication, pas pour confrontation, juste pour la clarté. Entrée 1, chose que j'ai laissé passer. Le parfum sur sa chemise, la mallette fermée à clé, le voyage d'anniversaire annulé, les blagues sur mon émotivité, le collier qui a disparu puis est réapparu autour du cou de quelqu'un d'autre. Entrée 2, chose que je ne tolérerai plus. Les excuses des gens qui savaient. Le silence de mon propre fils. La propriété remise à des étrangers. Ma propre gentillesse utilisée contre moi. Le lendemain, j'ai appelé Daniel. Nous devons parler, ai-je dit. Quand? Maintenant. Il est arrivé 30 minutes plus tard, l'air fatigué, mal rasé, pas lui-même. Maman, je ne. Tais-toi, ai-je dit. Assieds-toi. Il l'a fait. J'ai fait glisser le reçu de l'hôtel sur la table. Il ne l'a pas touché. Tu savais, ai-je dit. Il n'a pas nié. Depuis combien de temps? Il s'est frotté la mâchoire. 1 an, peut-être plus. Et tu n'as rien dit. C'était mon père, a-t-il dit, impuissant. Et j'étais ta mère. Cela l'a fait taire. J'ai versé le thé. Le son a rempli le silence comme une petite tempête. J'ai changé mes comptes. Tu ne recevras rien de la fiducie à moins que je ne l'approuve. La maison est en cours d'examen pour un retransfert. Ton héritage est suspendu en attendant un examen juridique. Sa tête s'est redressée. Maman. Je ne te punis pas, ai-je dit. Je t'éduque. Je n'ai rien fait. Exactement. Il m'a fixé. Et pour la première fois depuis la mort d'Harold, je me suis senti vu. Pas comme une femme en deuil, pas comme une femme abandonnée, mais comme moi-même. Mais Harrington, en train de se révéler. Daniel est parti sans finir son thé. Il a laissé la tasse sur la table, à moitié pleine, comme le faisait Harold. Comme s'il avait toujours un endroit plus important où être. Comme si mon temps ne valait pas la peine de finir la tasse. Je l'ai regardé s'éloigner par la fenêtre de devant, ses feux arrière clignotant en rouge au bout de la rue. Une partie de moi s'attendait à ce qu'il fasse demi-tour, qu'il frappe à nouveau, qu'il dise quelque chose de réel. Mais il ne l'a pas fait. Le silence qui a suivi n'était pas inconnu. Je suis resté longtemps à table, fixant cette tasse, celle que je lui avais donnée avec des mains stables et une voix égale. Et quand je l'ai finalement vidée dans l'évier, cela m'a semblé être un sacrement, un enterrement silencieux de toutes les excuses que j'avais acceptées pendant bien trop longtemps. Ce soir-là, j'ai ouvert la boîte en cèdre sur l'étagère supérieure du placard de la chambre. Elle avait appartenu à Harold, bien que j'ai toujours soupçonné qu'il n'y gardait rien qui lui tenait vraiment à cœur. Juste de vieux boutons de manchette, des pièces d'identité périmées et des trombones. Mais sous le bric-à-brac se trouvait une fine enveloppe marquée « Note de police ». À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents d'assurance, dont l'un m'a fait sursauter. Une police de soins de longue durée désignant Daniel comme seul contact d'urgence et mandataire financier. Cela n'avait pas été discuté. Pas avec moi. Le numéro de téléphone de contact n'était même pas le mien. C'était celui d'Élise. Son nom était là, sur le papier, tapé calmement par quelqu'un dans un bureau, comme s'il était tout à fait logique qu'un homme laisse ses décisions de soins à une femme qu'il n'a jamais épousée et à un fils qui ne pouvait pas affronter sa mère avec la vérité. J'ai remis le papier dans l'enveloppe et l'ai retourné dans la boîte. Puis je suis allé dans la chambre d'amis, ce qu'Harold appelait toujours « ma chambre », quand il était irrité ou qu'il plaisantait. Je suis resté là un moment, regardant le lit jumeau avec le plaid tricoté. La chambre où j'avais passé plus de quelques nuits au fil des ans, quand il avait des appels importants tard dans la nuit, ou quand mes questions devenaient trop pointues pour son confort. Cette chambre ne m'avait jamais appartenu. Elle appartenait à son silence. J'ai fermé la porte doucement, puis je l'ai verrouillée pour personne d'autre que moi. Le lendemain matin, j'ai fait mon premier arrêt au palais de justice du comté. La femme au bureau du greffier a levé les yeux avec un sourire de circonstance.
Je dois mettre à jour ma procuration, ai-je dit. Et déposer un addenda à mon testament. Ses doigts se sont arrêtés sur le clavier. Avez-vous déjà les formulaires? Non, ai-je répondu, mais je sais exactement ce que je veux. Il a fallu 2 heures, 3 signatures et une visite chez le notaire. Puis j'ai appelé Marjorie, ma plus vieille amie. Nous ne nous étions pas vus depuis près d'1 an, bien que nous nous parlions assez souvent au téléphone. La vie s'était mise en travers. Les rendez-vous d'Harold, les besoins de Daniel, l'érosion silencieuse du temps. Déjeuner, a-t-elle demandé après que j'ai expliqué. Aujourd'hui. Oui. Sa voix s'est éclaircie. Je conduis. Elle est venue me chercher dans sa Buick argentée, celle avec le tableau de bord fissuré et la radio cassée. J'adore cette voiture. Elle sentait la menthe poivrée et la crème pour les mains. J'ai lu un article sur Élise dans le journal le mois dernier, a dit Marjorie alors que nous bouclions nos ceintures. Un gala de charité. Sa photo était juste à côté de celle d'Harold. Cela expliquait l'appel que j'avais reçu de l'église cette semaine-là, celui qui avait commencé par « Saviez-vous que ?» et s'était terminé par un silence brutal quand j'avais dit non. Nous avons déjeuné chez Lambert S., un endroit qu'Harold n'aimait jamais. Trop bruyant, trop décontracté, disait-il, mais moi j'adorais. La serveuse m'appelait « ma chérie » et les frites étaient servies dans une tasse en étain. Autour d'une soupe, j'ai tout raconté à Marjorie. Elle n'a pas interrompu, n'a pas tressailli, elle a juste écouté, comme le font les vrais amis quand ils vous connaissent depuis assez longtemps pour repérer ce que vous ne dites pas. Quand j'ai eu fini, elle a tendu la main sur la table et a serré la mienne. « Tu as toujours été trop généreuse », a-t-elle dit. Mais jamais stupide. J'ai hoché la tête. « Et maintenant ?» a-t-elle demandé. « Maintenant, ai-je dit, je veux récupérer mon nom. » Cette nuit-là, j'ai commencé à trier le grenier. Des boîtes et des boîtes de notre vie commune. J'ai étiqueté chacune, à garder, à donner, à jeter. Sous une pile, j'ai trouvé une lettre qu'Harold n'avait jamais postée, adressée à quelqu'un à Boston. Pas d'adresse de retour. Je ne l'ai pas ouverte. Certains fantômes ne méritent pas la dignité d'une explication. Au lieu de cela, j'ai sorti mon propre papier à lettres, celui avec la bordure vert pâle que j'utilisais pour écrire des notes de remerciement après les dîners. J'ai écrit une seule phrase, je n'étais pas absente. J'ai été effacé. Puis je l'ai plié, les placer dans le tiroir supérieur du bureau d'Harold et les verrouiller pour moi-même. Pour Élise, si jamais elle revient. Pour Daniel, s'il apprend un jour à me regarder dans les yeux sans honte. L'appel est arrivé juste après 9 heures du matin. Madame Harrington a demandé une voix douce. C'est Teresa du cabinet du docteur Klein. J'appelle pour confirmer votre rendez-vous de cet après-midi. J'ai hésité. Le cardiologue d'Harold. Il avait pris le rendez-vous il y a 2 mois. Un suivi de routine, avait-il dit, mais il avait insisté pour que je vienne. Il manque toujours quelque chose à moins que quelqu'un ne soit attentif, m'avait-il dit. Il ne l'avait pas annulé avant de mourir, et il n'avait pas mis les dossiers à jour. Je ne viendrai pas, ai-je dit. Mon mari est décédé. Oh, je suis tellement désolé, a balbutié la femme. Je ne savais pas, moi non plus, ai-je dit, et j'ai raccroché. C'était devenu mon rituel matinal, répondre pour un homme qui n'était plus là, gérer les restes de sa vie tout en décidant combien de la mienne il me restait à sauver. Plus tard dans la journée, j'ai appelé Élise. Ce n'était pas de la rage. Ce n'était pas de la curiosité. C'était quelque chose de plus simple. Je voulais entendre comment elle mentirait quand elle n'aurait plus la présence d'Harold pour la soutenir. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Mais sa voix était petite, prudente. Vous avez quelque chose qui m'appartient, ai-je dit. Elle n'a pas fait semblant de ne pas comprendre. Le collier? Oui. Je le déposerai. Non, ai-je dit. Tu me l'apporteras et tu t'assoiras pendant que je déciderai de ce que tu as pris d'autre. Il y a eu une pause. Je n'ai rien pris que vous n'ayez abandonné. J'ai failli rire. Audacieuse, arrogante. Une femme à qui on avait tant donné qu'elle avait commencé à croire que c'était mérité. Élise, ai-je dit calmement. Harold est mort. Cela vous rend superflu. Elle est arrivée ce soir-là. Pas de maquillage, pas de robe moulante, un foulard sur le chignon cette fois, comme si elle avait vieilli de 5 ans en une semaine. Je ne l'ai pas invitée à entrer.
Je suis sorti et je me suis assise sur la chaise du porche. Elle m'a tendu un petit sac en velours, le même qui se trouvait dans mon tiroir sous les cartes d'anniversaire. Je l'ai ouvert. Le collier était là, démêlé et entier. Je ne voulais pas que ce soit un spectacle, a-t-elle dit, assise raidement en face de moi. Mais ça l'a été. Il voulait que je sois là. Et il voulait que je sois invisible. Elle n'a pas répondu. J'ai examiné l'opale. Elle n'avait pas perdu sa couleur. Toujours d'un bleu doux dans la lumière déclinante. Attrapant toujours l'or comme un secret. Depuis combien de temps? Ai-je demandé. Elle a tressailli. 3 ans, à peu près. 3 ans, ai-je répété. C'est plus long que la plupart des mariages. Nous n'étions pas, ne m'insultez pas, nous sommes restés assises en silence un moment. Puis elle l'a dit. Il était fatigué d'être adoré. Il voulait être compris. Je l'ai regardé, la vérité brute et tremblante qu'elle pensait excuserait sa place à son chevet. Il m'a dit, a-t-elle ajouté, maintenant doucement, que vous étiez froide. J'ai hoché la tête lentement. C'est ce que les hommes faibles disent quand les femmes arrêtent de s'excuser. Elle a détourné le regard. L'aimiez-vous, ai-je demandé. Oui. Et vous a-t-il aimé? Je le pensais. Mais il ne vous a rien laissé de réel, n'est-ce pas? Ses yeux ont rencontré les miens. Et pour la première fois, elle avait l'air jeune. Pas sexy, pas menaçante, juste jeune et très sotte. Non, a-t-elle chuchoté. Il ne l'a pas fait. Je me suis levé. Je veux que vous compreniez quelque chose, Élise. Vous pensiez être entré dans un mariage qui s'était éteint, qu'Harold avait besoin d'être sauvé. Mais ce que vous n'avez jamais vu, c'est ce qui vous a précédé. Vous avez eu la version de lui qui était déjà en train de se défaire. Et vous avez pris la décomposition pour de la profondeur. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Vous n'étiez pas son avenir. Vous étiez sa porte de sortie. Elle avait l'air sur le point de pleurer, mais ne l'a pas fait. Je me suis retourné pour partir. Attendez, a-t-elle dit. Pourquoi ne m'avez-vous pas affronté aux funérailles? Après? Je me suis arrêté à la porte. Parce qu'on ne combat pas le vent, Élise. On barricade sa maison et on attend que la tempête passe. Elle est partie sans un autre mot. Je suis rentré, j'ai remis le collier dans sa boîte et je l'ai enfermé. Non pas parce que je le chérissais encore, mais parce qu'il était à moi, et j'en avais assez qu'on me prenne des choses avec un sourire et un désolé. La prochaine enveloppe est arrivée 3 jours plus tard, épaisse, de couleur crème, adressée à la main. Le genre qu'Harold utilisait quand il voulait donner un air officiel, mais toujours personnel. L'adresse de retour n'était cependant pas celle de son bureau. C'était la clinique Harrington, maintenant dirigée par un conseil d'administration. Daniel en était le président. À l'intérieur se trouvait une lettre à en-tête. Chère Madame Harrington, dans le cadre de nos efforts pour assurer la transition des opérations et clarifier la propriété des actifs de la clinique, nous vous contactons pour aborder les ajustements administratifs suite au décès du docteur Harold Harrington. Vous trouverez ci-joint un résumé des avoirs actuellement enregistrés à son nom ainsi que des formulaires concernant la réaffectation ou la renonciation à toute propriété ou part financière non transférable. Veuillez nous contacter dans les 14 jours ouvrables pour éviter toute complication. Pas de signature, juste le nom imprimé de l'administrateur de la clinique et un logo tamponné. J'ai parcouru les pièces jointes. En point de liste bien nette, ils avaient tout énuméré ce qu'Harold avait touché. Une participation dans le bâtiment, des demandes d'assurance en attente, des contrats pharmaceutiques restants. La plupart semblaient routiniers jusqu'à ce que j'atteigne la dernière page. Là, en bas, se trouvait une ligne que je ne m'attendais pas à voir. Fonds de subvention médicale discrétionnaire annuel, 22 000 $. Supervision unique, Élise Howard par désignation verbale en attente de transfert formel. J'ai relu 2 fois. Il lui avait donné la supervision d'un fonds de la clinique destiné aux patients, aux familles, à des choses dont il se vantait dans ses discours. Personne n'est refusé ici. Et maintenant, elle le contrôlait. Pas officiellement, pas encore, mais c'était écrit. Il y avait toujours une trace écrite avec Harold. Ce soir-là, j'ai écrit une lettre. Pas à Élise, pas à Daniel, mais au conseil d'administration. À qui de droit, je suis May Harrington, veuve du docteur Harold Harrington. Je suis en possession de documents et d'autorisations légales concernant divers avoirs sous le nom Harrington, y compris
mais sans illimité, les droits d'utilisation des terres, les fiducies financières et les relations avec les donateurs associés à la clinique. Avant de prendre des mesures formelles pour contester la validité des récentes désignations faites à mon insu ou sans mon consentement, je demande une réunion avec l'ensemble du conseil pour discuter de l'avenir du nom Harrington en association avec votre institution. Respectueusement, Madame May Harrington. Je l'ai posté le lendemain matin avec suivi. Une semaine plus tard, l'appel est arrivé. Madame Harrington, a dit la voix. C'est Talia Mendes, présidente actuelle du conseil d'administration de la clinique Harrington. Nous aimerions vous inviter à notre prochaine session. Quand? Mardi, 11 h. Élise sera-t-elle là? Une pause. Elle n'occupe plus un rôle actif à la clinique. Cet arrangement a été révisé. C'est-à-dire qu'elle se retire volontairement. J'ai souri malgré moi. Je serai là. Mardi est arrivé. J'ai porté du gris. Pas du noir, pas du bleu. Du gris comme la fumée, comme un avertissement avant le feu. La salle de conseil était longue et clinique, avec une table en verre, froide. 8 visages étaient assis autour de la table. 4 que je connaissais d'événements caritatifs. 2 de cartes de Noël. 1 du conseil scolaire de notre fils. Et Daniel. Il avait l'air fatigué. Ils m'ont offert du café. Je n'y ai pas touché. Nous aimerions vous présenter nos condoléances, a dit la présidente. J'ai hoché la tête une fois. Puis elle a continué. Madame Harrington, nous avons examiné la documentation. Nous pensons que l'intention du docteur Harrington était informelle dans plusieurs domaines, en particulier lorsque la désignation verbale ne peut être légalement appliquée. Vous faites référence au fonds de subvention? Elle a hoché la tête. Oui. Compte tenu de l'absence de transfert formel et de votre position de conjointe survivante, nous sommes prêts à vous offrir la pleine supervision de la subvention. Je ne veux pas la supervision, ai-je dit. La pièce a légèrement bougé. Les papiers se sont arrêtés en plein tour. Les stylos ont plané. Je veux la restructurer, la renommer, réorienter son objectif. Talia s'est éclairci la gorge. Dans quel but? Pour les femmes de plus de 60 ans, ai-je dit. Les femmes dont les partenaires meurent et les laissent avec plus de questions que de réponses. Pour les factures d'hôpital silencieuses, le loyer, le chauffage, les conseils juridiques. Daniel m'a regardé brusquement. Je vois, a dit Talia. C'est peu orthodoxe. C'est attendu depuis longtemps. Il y a eu un silence. Alors, nous examinerons les documents. Bien, ai-je dit en me levant. Je demanderai à mon avocat d'envoyer le projet. En sortant, Daniel m'a rattrapé. Maman, attends. Je me suis retourné. Je ne savais pas pour le fond, a-t-il dit. Je te crois. Ses épaules se sont légèrement détendues. Mais tu le sais maintenant, ai-je ajouté. Et c'est ce qui compte. Il a baissé les yeux. Je ne sais pas quoi dire. Essaie. Merci, ai-je dit. Et pense-le cette fois. Il a plu le lendemain. Pas fort, juste assez pour brouiller les fenêtres et donner au porche une odeur de feuilles mortes. J'ai regardé les gouttes glisser sur la vitre, l'une après l'autre, comme des secondes que je ne pouvais pas récupérer. Je n'avais pas eu de nouvelles de Daniel depuis la réunion du conseil. Pas un appel, pas un SMS. Le silence était devenu la langue maternelle de notre famille, parlé couramment, hérité. Je ne l'attendais pas. Au lieu de cela, j'ai passé la matinée à examiner des documents avec mon avocat. La fiducie qu'Harold avait créée, les ajustements que j'avais demandés, la révocation de l'autorité financière de Daniel. Chaque page avait été lue, signée et classée. Et maintenant, a demandé Francis, se penchant en arrière sur sa chaise. Maintenant, ai-je dit, nous déplaçons l'argent. Vers la fiducie pour le fonds de subvention. Vers cela, et vers ma petite fille. Ah, a-t-il dit, la jeune Harrington? Non, ai-je corrigé. Pas la fille de Daniel. La petite fille de ma sœur, Carly. Francis a levé les yeux. Vous la nommez. C'est la seule qui s'est manifestée sans avoir besoin de quelque chose. Le sait-elle? Non. Et j'aimerais que cela reste ainsi pour l'instant. Nous avons réglé les détails. Une fiducie discrète, des conditions qui la protégeaient de toute pression.
pas d'accès avant 30 ans. Pas de retraits anticipés sauf pour la santé ou l'éducation. Je voulais qu'elle connaisse le soutien, pas la dépendance. Quand les papiers ont été terminés, je les ai signés d'une main ferme. De retour à la maison, j'ai fait du thé et j'ai allumé la vieille radio. Pas le haut-parleur intelligent qu'Harold insistait pour que nous achetions. Celui qu'il appelait « Dr Harrington » de cette voix robotique irritante. Non. J'ai tourné le bouton à la main, j'ai trouvé une station qui jouait du Billie Holiday, et je me suis assise avec le passé. J'ai pensé à ce qu'Élise avait dit. Il voulait être compris. Et peut-être que c'était le cas, mais pas par moi. Pas d'une manière qui exigeait la vérité. Harold aimait l'admiration, la gratitude. C'est pourquoi il préférait les patients au père, les infirmières aux médecins, les femmes qui disaient « merci » aux femmes qui disaient « tu as tort ». Je n'étais plus en colère, juste éveillé. Plus tard cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de la clinique. Une femme nommée Aruna, elle s'est présentée comme la nouvelle administratrice chargée des relations communautaires. Nous avons approuvé votre proposition, a-t-elle dit. Et nous aimerions vous offrir un rôle de cérémonie, une apparition annuelle, si cela vous intéresse. Je ne suis pas intéressé, ai-je dit. Mais merci. Puis-je vous demander pourquoi? Parce que les femmes comme moi sont utiles quand nous sommes silencieuses et ornementales quand nous parlons. Je ne suis plus intéressé à être ni l'une ni l'autre. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, compris. Seriez-vous ouverte à une déclaration à la presse à la place? Votre nom attaché, vos mots inchangés. J'y ai réfléchi. Oui, ai-je dit, mais pas de photo. Bien sûr. Je lui ai envoyé une courte note ce soir-là. Le veuvage n'est pas un effondrement. C'est une réintroduction. Nous ne sommes pas brisés. Nous ne sommes plus édités. Pas de signature, pas de fioriture, juste la vérité. Le lendemain, j'ai vidé le tiroir supérieur du bureau d'Harold. À l'intérieur se trouvait un dossier étiqueté « personnel ». Je ne l'avais pas ouvert depuis des mois. Pas depuis son diagnostic, quand nous jouions encore à être une équipe. À l'intérieur se trouvaient des reçus de vacances auxquels je n'avais pas participé. Des lettres que je n'avais pas lues. Une adressée à H, non signée. L'écriture n'était pas celle d'Élise. Cela n'avait plus d'importance. J'ai brûlé les lettres dans la cheminée, j'ai regardé les bords se recroqueviller et noircir. Il y avait une étrange paix là-dedans. Pas de vengeance, pas de purification, juste une conclusion. Quand le feu s'est éteint, j'ai balayé les cendres dans une boîte en fer blanc qu'Harold utilisait pour garder des vis desserrées. Je l'ai mise sur l'étagère à côté des photos qu'il n'avait pas pris la peine d'enlever. Nous deux sur la plage, Daniel en bas âge, le chien de la famille que nous avions enterré dans le jardin. Je les ai fixés pendant un long moment. Puis j'ai pris la photo de notre jour de mariage, moi en dentelle, lui en smoking de location, et je l'ai retournée face contre table. Elle est restée ainsi. Daniel est passé samedi. Sans prévenir, sans SMS, juste le bruit de la portière de sa voiture claquant dans l'allée et des pas sur le porche où je ne l'avais pas invité à revenir. Je l'ai vu par la fenêtre, hésitant, les mains dans les poches de son manteau trop cher. Le même manteau que je lui avais acheté à Noël dernier. Il ne m'avait pas remercié non plus, il avait juste dit, il est un peu juste aux épaules. Il a frappé une fois, a attendu, a frappé à nouveau. J'ai ouvert la porte mais je ne me suis pas écarté. Salut, maman. Je n'ai rien dit. Il a jeté un coup d'œil derrière moi comme s'il pouvait y voir quelque chose d'utile à l'intérieur. Une ouverture, une version plus douce de moi, celle qui offrait du café avant les questions. Je voulais parler. Alors parle. Il a changé de poids. Pas ici. Alors choisis tes mots avec soin. Cela l'a fait tressaillir. J'ai vu les papiers, a-t-il finalement dit. La fiducie, la clinique. Je m'en doutais. Tu as presque tout donné à Carly. J'ai donné à Carly ce qui n'avait pas déjà été gaspillé. Il m'a regardé alors. Vraiment regardé. Pourquoi elle? Parce qu'elle a écouté. Parce qu'elle n'a pas fait de mon silence une condition à son confort. Il a cligné des yeux. Je ne voulais pas, tu voulais tout ce que tu n'as pas dit, les jeux interrompus. Chaque fois que tu as détourné le regard, chaque fois que tu as défendu ton père au lieu de me demander comment je le survivais. La mâchoire de Daniel s'est crispée. C'était un homme compliqué.
Non, ai-je dit. C'était un lâche et j'ai passé trop d'années à décorer la cage qu'il a construite pour moi. Il a regardé le sol. Je ne suis pas là pour me battre, a-t-il dit. Je voulais juste. Je voulais dire que je suis désolé. Pourquoi? Pour ne pas t'avoir protégé. Pour l'avoir choisi, lui. Pour ne pas avoir vu ce dont tu avais besoin. Je n'ai rien dit. J'ai laissé les mots s'installer comme de la poussière. Je sais qu'il est trop tard pour certaines choses, a-t-il ajouté. Mais je ne veux pas te perdre. Tu m'as déjà perdu, ai-je dit doucement. Mais que tu me retrouves ou non, ça dépend de toi maintenant. Il a dégluti, a hoché la tête. Puis-je entrer? Pas aujourd'hui. Il a hésité, puis s'est retourné et est retourné à la voiture. Je l'ai regardé s'éloigner. À l'intérieur, j'ai fait bouillir de l'eau, j'ai choisi la bonne tasse de thé. Celle avec les fleurs vert pâle, celle Carole n'aimait jamais parce que l'anse était trop petite pour ses doigts. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai écrit « Lettre à Carly », à ne pas envoyer pour l'instant. Ma chère, si tu lis ceci un jour, cela signifie que j'ai assez fait confiance au monde pour te confier quelque chose de fragile. Pas de l'argent, pas de la terre, mais de la clarté. Le genre qui ne vient qu'après le feu. Tu as été gentil quand personne ne te l'a demandé. Et ça, ma chérie, c'est une forme de résistance. N'oublie jamais que la gentillesse sans attente est une arme que personne ne voit venir. Je ne t'ai pas tout laissé parce que je pensais que tu en avais besoin. Je te l'ai laissé parce que je crois que tu ne deviendras jamais le genre de personne qui l'exige. C'est plus rare que tu ne le penses. Avec amour, mais... J'ai scellé la lettre et je l'ai placée à l'arrière de l'album photo, entre les pages du mariage de ma sœur et du 3e anniversaire de Carly. Plus tard dans la soirée, je me suis promené dans le jardin arrière. Les lilas avaient commencé à se faner. L'été mourait au ralenti. Je me suis agenouillé à côté d'eux et j'ai coupé ce qu'il en restait. À l'intérieur, je les ai placés dans le vieux vase en céramique qu'Harold détestait. Il avait l'air parfait sur le rebord de la fenêtre. La semaine suivante, les invitations sont arrivées. Des enveloppes blanches avec des lettres argentées en relief d'une manière qui criait le bon goût et un meilleur argent. Daniel et sa femme organisaient un gala commémoratif en l'honneur d'Harold, une collecte de fonds, tenue de cocktails, les bénéfices étant destinés à la bourse médicale Harrington. J'ai lu l'invitation 2 fois. Mon nom n'était pas imprimé sur la liste des hôtes, pas même en tant que « Madame May Harrington », veuve du regretté Dr Harold Harrington. Juste une pensée silencieuse parmi une centaine d'autres noms tapés pour la postérité. Il n'y avait aucune mention du nouveau fonds de subvention, aucune référence à la fiducie que j'avais restructurée, ou à la lettre que j'avais écrite et que la clinique encadrait maintenant dans le couloir. Non, ce gala ne concernait pas l'héritage d'Harold. Il concernait celui de Daniel. Il avait pris les funérailles de son père et les avait transformées en une échelle. Je me suis versé un verre. Pas du thé cette fois, mais la petite bouteille de brandy qu'Harold gardait derrière l'étagère supérieure, réservée aux invités spéciaux. Il ne m'avait jamais considéré comme tel, mais je l'ai prise quand même. Je me suis assise sur le porche et j'ai laissé la soirée rafraîchir ma peau. Marjorie a appelé juste après 19h. « Tu y vas ?» a-t-elle demandé, la voix étouffée par le vent ou la lessive. « À quoi ?»« Le gala commémoratif. J'ai reçu le mien aujourd'hui. Tu l'as ouvert avant ou après la poubelle ?» Elle a ri. « Avant, mais de justesse. Je ne sais pas encore. Tu devrais. » Pourquoi? Parce que la version d'Harold dont ils parleront dans cette salle de bal n'est pas celle qui t'a exclu de son testament. Je ne suis pas intéressé à réécrire l'histoire. Tu ne le fais pas. Tu leur rappelles que tu en faisais partie. Je n'ai pas répondu. Porte le collier, a-t-elle ajouté. Celui qui l'a donné. Les choses récupérées ont du pouvoir. La ligne est devenue silencieuse après ça. J'ai regardé le ciel. Tenue de cocktail. Je ne m'étais pas habillé depuis les funérailles. Pas vraiment. Un cardigan ici, un pantalon repassé là, mais rien fait pour une arrivée. Pourtant, je suis monté, j'ai ouvert l'armoire et j'ai passé mes mains sur le tissu. J'ai choisi du bleu marine, pas du noir, pas le deuil, une couleur qui disait « Je ne suis pas en deuil ». Je me souviens à ma façon. J'ai pris le collier du tiroir verrouillé et je l'ai attaché moi-même. Il tombait juste bien, familier, mais plus sentimental. Je le portais comme une armure.
Le soir du gala, je suis arrivé précisément 15 minutes après le début. Ni en avance, ni en retard. Assez pour être vu. La salle de bal était en verre et en or, tout en brillance et en performance. Des serveurs en veste blanche, du champagne dans de grandes flûtes tremblantes, un quatuor jouant quelque chose qui sonnait cher. Je n'ai pas cherché Daniel. Je l'ai laissé me trouver. Et il l'a fait. Il s'est approché, les yeux écarquillés, la voix prudente. « Tu es venu ? Pourquoi ne serais-je pas venu ?» Il a baissé les yeux. Je n'étais pas sûr. « Vous avez envoyé une invitation, n'est-ce pas ? » Eh bien, oui, mais... Alors j'ai ma place ici. Il a hoché la tête. « Tu es jolie. » Ne mens pas, je ne mens pas, il a hésité. Merci pour le fond. Je ne l'ai pas fait pour des remerciements. Je sais. Mais quand même, a-t-il dit, et cela comptait. Plus tard, pendant les discours, Daniel se tenait au pupitre, la voix stable, répétait. Mon père était un homme de vision, a-t-il dit. Il croyait en l'héritage, en la résilience, en la création d'un espace pour que les autres puissent s'épanouir. J'ai siroté ma boisson. En pensée et en secret. Et bien sûr, a poursuivi Daniel, il n'aurait rien pu faire de tout cela sans le soutien de ses proches. Il m'a regardé alors, une longue pause délibérée. Surtout ma mère. La salle s'est tournée. Pendant un instant, j'étais à nouveau visible. Pas comme une note de bas de page, mais comme un chapitre. Je n'ai pas souri, mais j'ai rencontré son regard. Je l'ai tenu. Quand les applaudissements sont venus, ils étaient doux, polis, mais suffisants. J'ai fini ma boisson, j'ai posé le verre vide sur le plateau d'un serveur qui passait, et je suis sorti avant le dessert. Les choses récupérées ont du pouvoir. Marjorie avait raison. Mais partir quand on le choisit, c'est aussi du pouvoir. Je n'ai pas attendu que Daniel appelle après le gala. Il le ferait éventuellement, avec des remerciements ou des explications ou le genre de nostalgie qui arrive généralement trop tard pour être utile. Mais je n'attendais plus. Ni des excuses, ni des invitations, ni une inclusion dans une version du monde où on ne s'attendait qu'à ce que je sourie, hoche la tête et reste à l'écart. Le lendemain matin, je me suis assise à ma table de cuisine, triant des papiers que je n'avais pas regardés depuis des années. Pas des formulaires juridiques cette fois. Pas des finances ou des titres de propriété. Des lettres, manuscrites, principalement les miennes. Certaines jaunies sur les bords. Certaines jamais envoyées. J'en ai trouvé une adressée à Harold datant de 1997. Je l'avais écrite après notre 25e anniversaire, quand il avait manqué le dîner à cause d'une consultation d'urgence qui s'est avérée être un week-end de golf. Cher H, tu remarquais des choses avant. Que j'aimais mon pain grillé plus clair. Que je dormais mieux avec une brise par la fenêtre. Que j'avais plus besoin de calme que de fleurs. Tu me remarquais. Parfois, je me demande si j'ai disparu il y a 5 ans et que personne ne me l'a dit. Je ne lui ai jamais donné cette lettre. Je l'avais réécrite dans ma tête une douzaine de fois, l'avais adoucie, enlevé la pique, transformée en une blague. Mais je n'ai jamais livré la vérité. Peut-être que si je l'avais fait, les choses auraient changé. Ou peut-être pas. Cet après-midi-là, Carly a appelé. Elle était essoufflée, excitée, parlant à toute vitesse. Grand-mère, mais, je viens de voir l'article. Celui sur le fonds de subvention. Ils t'ont cité. Je ne savais même pas que tu travaillais sur quelque chose comme ça. J'ai souri. Tu n'as pas besoin de m'appeler comme ça, ai-je dit. Grand-mère. On ne m'a jamais vraiment donné la chance d'en être une. Pas correctement. Eh bien, tu le es pour moi. J'ai ravalé la boule qui me montait à la gorge. Alors j'en suis honoré. Tu fais toujours les choses discrètement, a dit Carly. Et elle frappe toujours plus fort que quiconque ne s'y attend. C'est l'avantage d'être sous-estimé. Je veux aider, a-t-elle dit soudainement. Avec le fond, avec n'importe quoi. Rédaction, sensibilisation, réseaux sociaux. Tu sais, les trucs de jeunes. J'ai ri sincèrement. D'accord. Mais pas de hashtag avec mon nom dedans. Marché conclu. Après que nous ayons raccroché, je suis resté assise avec le silence un moment. Il ne semblait plus oppressant. Il semblait mérité. Ce soir-là, je me suis promené dans le jardin, des ciseaux à la main.
Les hortensias avaient commencé à se faner, prenant leur teinte d'automne, violet sombre, vert fumé. J'en ai coupé quelques-uns, les ai attachés avec de la ficelle et les ai placés dans un bocal sur la table près de la porte d'entrée. Une petite note en dessous pour le voisin qui salue toujours. On voit plus que vous ne le pensez. Parfois, la gentillesse n'a pas besoin d'adresse de retour. Plus tard, je me suis assise au bureau dans l'ancien cabinet d'Harold. Non pas pour pleurer, non pas pour nettoyer, pour récupérer. J'ai ouvert un nouveau carnet et j'ai écrit en haut de la première page, « Guide pour les femmes qui se souviennent ». Nous nous souvenons de tout. Nous ne sommes pas des reliques. Nous sommes des archives. Le deuil ne nous rend pas plus faibles. Il nous rend précises. Nous n'élevons pas la voix parce que nous avons appris à ne parler que lorsque cela compte le plus. Nous ne cherchons pas la permission. Nous construisons quelque chose qui ne peut être volé. J'ai fermé le livre et je l'ai placé à côté de l'enveloppe que j'avais scellée pour Carly. Un jour, peut-être que cela compterait pour elle. Pas l'argent, pas les noms, mais le fait que quelqu'un l'ait choisi parce qu'elle s'est présentée les deux mains ouvertes, pas une tendue dans le besoin. J'ai revu Élise par accident. C'était en fin d'après-midi, le ciel de la couleur du lin meurtri, et je m'étais arrêté au marché pour acheter un pot de confiture de figues. Harold se moquait d'elle. Trop sucré, pas de mordant, disait-il. Mais moi, j'aimais ça. Toujours. Elle se tenait dans le rayon de la boulangerie, tenant une miche de pain au levain comme si elle pouvait lui dire quelque chose d'utile. Ses cheveux étaient plus courts maintenant, moins polis. La brillance s'était ternie. Même de dos, je pouvais dire qu'elle marchait différemment. Pas vaincue, juste plus lentement. Elle s'est retournée et m'a vu avant que je puisse faire semblant de ne pas la remarquer. Mais... Élise. Un silence a passé entre nous. Pas gênant, juste plein. Comme une pièce où tous les meubles ont disparu, mais dont les contours de leur emplacement sont encore visibles. J'ai entendu parler du fond, a-t-elle dit. J'imagine que oui. Ils en ont parlé dans la newsletter du conseil de la clinique. Ils ont dit que c'était ton idée, que tu l'avais structurée seule. C'est le cas. Elle a hoché la tête. C'est une bonne idée. Je l'ai regardé, sans chercher, juste en regardant. Tu pensais que je ne ferais rien, ai-je demandé. Je ne savais pas quoi penser, a-t-elle admis. Il disait toujours que tu n'étais pas intéressé par ces choses. C'est parce qu'il ne me l'a jamais demandé. Sa bouche a tressailli, pas un sourire. Une concession. Élise, laisse-moi te dire quelque chose que tu ne comprends peut-être pas encore. Certaines femmes restent silencieuses, non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles sont épuisées. Parce que nous portons des choses que tu ne verras jamais et que nous n'avons pas le luxe de les poser juste pour être entendus. Elle n'a rien dit, mais elle a écouté. Je ne te déteste pas, ai-je ajouté. Elle a cligné des yeux. Pourquoi pas? Parce que tu n'as jamais été autorisé à être autre chose que ce qu'il t'a donné la permission d'être. Je sais ce que c'est. Le pain au levain pendait toujours de sa main. Il t'a fait sentir choisi, ai-je dit doucement. Mais tu n'as jamais été celle à qui on a demandé de rester. Ça a fait mouche. Elle a baissé les yeux, la gorge serrée, comme quelqu'un qui se rend compte que son histoire a toujours été un rôle secondaire. J'essaie de faire mieux, a-t-elle dit après un moment. Bien. Je retourne à l'école. Travail social. Ça te convient. J'espère. Nous sommes restés là 1 minute de plus. Puis j'ai dit, j'espère que la prochaine fois que tu aimeras quelqu'un, tu t'aimeras d'abord. Elle a hoché la tête. Merci. Je l'ai laissé là, entre les pâtisseries et le pain, entouré de l'odeur de cannelle et de quelque chose qui essayait de lever. À la maison, j'ai posé la confiture sur l'étagère de la cuisine, j'ai fait du pain grillé et je me suis assise près de la fenêtre. La lumière était douce, basse, le genre qui transforme tout en or pendant 15 minutes puis disparaît comme si elle n'avait jamais été là. J'ai pensé à Harold. Pas à l'infidélité, pas au mensonge, juste au docteur à l'air de garçon avec les 2 grandes mains et le sourire prudent qui m'a dit un jour que j'étais son commencement. J'étais, mais il n'est pas resté pour le milieu. Et c'est le truc avec les hommes comme lui. Il tombe amoureux de l'idée de loyauté, pas du travail qu'elle implique. Pourtant, je l'ai aimé. C'est la partie dont personne ne parle, qu'on peut tenir la fureur dans une main et le chagrin dans l'autre, et que l'un n'annule pas l'autre. J'ai lavé mon assiette, les séché, les remis exactement à sa place.
Puis j'ai pris le collier, mon collier, et je l'ai posé dans le tiroir à côté de mes lunettes. Non pas parce que je le cachais, mais parce qu'il n'avait plus besoin de parler plus fort que moi. Il avait fait sa part. Moi aussi. Le premier hiver sans Harold est arrivé comme un invité qui n'a pas frappé, qui est juste entré, a enlevé son manteau et s'est mis à l'aise. Les matins étaient plus froids que d'habitude. Le chauffage se mettait en marche avec un grognement qui semblait plus vieux que la maison. J'ai commencé à dormir avec une couverture supplémentaire, celle que Daniel avait faite en cours d'art au collège. Trop courte pour le lit, trop vive pour la chambre, mais elle me couvrait juste assez pour sentir que quelque chose était encore là. Le silence ne semblait plus lourd, juste présent. Le chagrin n'était plus quelque chose que je portais. Il s'était installé, comme de la vieille poussière dans les coins que je ne nettoyais pas aussi souvent. Je pouvais passer devant le bureau d'Harold maintenant sans m'arrêter. La photo de mariage est restée face contre table, mais je ne ressentais plus le besoin de la déplacer. Laissez-la reposer. J'ai passé la plupart des matinées à écrire. Pas pour quelqu'un d'autre, juste pour moi. Des notes, des souvenirs, de petites observations. Une liste de choses que j'avais autrefois eu peur de dire à voix haute. J'ai appelé ça, les vérités que personne n'a applaudies. La page 1 disait, j'étais une bonne épouse, même quand il n'était pas un bon mari. J'étais une mère, pas un bouclier. Je méritais des questions avant un jugement. Je n'ai jamais été froide. J'étais fatigué. Le silence n'était pas un accord. C'était la survie. La liste s'allongeait chaque jour. Parfois, j'écrivais une ligne et je regardais par la fenêtre pendant 1 heure. D'autres fois, je remplissais 3 pages avant le déjeuner. Carly passait le dimanche. Elle apportait de la soupe ou des livres ou rien du tout. Elle ne venait jamais prendre de nouvelles. Elle venait s'asseoir, parler, parfois pleurer, bien qu'elle s'en excusait toujours. Ne le fais pas, lui ai-je dit une fois. Les larmes sont une monnaie. Dépense-les comme tu veux. Elle a souri. Tu dis toujours des choses comme ça. Comme quoi? Comme si tu avais déjà vécu 2 fois. Peut-être que c'était le cas. Un matin, elle a apporté un dossier. J'ai commencé à rédiger une proposition, a-t-elle dit en le faisant glisser sur la table. Pour étendre le fond, ajouter des programmes de sensibilisation, peut-être même une unité mobile. Je l'ai ouvert, j'ai lu la première page. Claire, confiante, déterminée. Tu as écrit ça. Elle a hoché la tête, les joues roses. Je pensais que tu détesterais peut-être. Je pense que c'est mieux que tout ce sur quoi Harold a jamais mis son nom. Elle a eu l'air sur le point de pleurer à nouveau. J'ai versé plus de thé à la place. Ce soir-là, je suis monté et j'ai sorti la boîte de rangement sous le lit. Pas celle avec les vieux vêtements ou les photos. L'autre, celle avec les journaux qu'Harold n'a jamais su que je tenais. J'ai parcouru les pages, j'ai trouvé l'année de naissance de Carly. 2000, Daniel a dit de ne pas venir. Il a dit que ça perturberait le bébé. J'ai envoyé un cadeau quand même. Élise a appelé pour me remercier. Sa voix semblait plus jeune qu'elle n'aurait dû. Peut-être que c'est ce qui retient les hommes, l'illusion de l'inexpérience. J'ai arraché la page, les plié, les placé dans une enveloppe pour Carly. Quand tu seras prête. Il y a des choses que nous partageons et des choses que nous attendons pour partager. Les semaines suivantes, j'ai recommencé à marcher sur le sentier du quartier, passant devant le banc où Harold avait l'habitude de s'asseoir quand il prétendait prendre l'air. Je m'y suis assise une fois moi-même, les gants sur mes genoux, mon souffle s'élevant en petits nuages. Un homme est passé, la soixantaine, promenant son chien. Il a hoché la tête. J'ai hoché la tête en retour. Matin froid, a-t-il dit. C'est janvier. Le froid, c'est le but. Il a ri. Juste. Nous n'avons plus parlé, mais je l'ai revu le lendemain et le jour d'après. Nous n'avons jamais échangé de nom, juste une reconnaissance. Parfois, c'est suffisant. Cette nuit-là, j'ai écrit une ligne de plus dans le carnet. Recommencer n'est pas bruyant. C'est remarquer le souffle de quelqu'un dans le froid et réaliser que le vôtre fait encore de la buée, aussi. Le printemps est arrivé lentement, comme une excuse. Chuchoter trop tard pour changer quoi que ce soit, mais juste à temps pour compter un peu. Les tulipes que je n'avais pas pris la peine de couper l'année dernière sont revenues, provoquantes et roses vifs, jaunes, une seule blanche que je ne me souvenais pas avoir plantée.
Je me suis tenu sur le porche en robe de chambre et je les ai regardés se balancer, hochant doucement la tête dans un vent qui ne demandait pas la permission. Carly avait pris en charge le côté administratif du fond. Elle avait un nouveau classeur à chaque fois qu'elle venait, des graphiques, des témoignages, des lettres de femmes que je ne rencontrerai jamais, qui achetaient maintenant leurs courses avec dignité ou siégeaient dans des salles d'audience avec des avocats qu'elles pouvaient enfin se permettre. L'une avait écrit « Je pensais que recommencer signifiait devenir quelqu'un d'autre, mais je suis resté moi-même. J'ai juste parlé plus fort. Je l'ai encadrée, je l'ai mise dans le couloir où le diplôme d'Harold était suspendu. Daniel est passé à la maison une fois de plus cette saison. Il n'a pas frappé tout de suite, il est juste resté sur le porche, fixant la porte, tenant quelque chose enveloppé dans du papier craft. Quand j'ai ouvert, il s'est éclairci la gorge. C'est pour toi. Je l'ai pris sans parler. Je l'ai déballé lentement. Une photographie, en noir et blanc. Moi, il y a des années. Peut-être en 1979. Assise sur les marches arrière avec un livre à la main, les yeux fermés contre le soleil, les cheveux longs, la bouche douce. Où as-tu eu ça? Papa la gardait dans son portefeuille. Toujours. J'ai regardé l'image, j'ai essayé de ressentir quelque chose, je n'ai rien ressenti. Pourquoi me montres-tu ça maintenant? Parce que je pense que je dois arrêter de défendre quelqu'un qui t'a si peu donné. J'ai levé les yeux vers lui. Et je suis désolé de t'avoir laissé porter le poids de ses choix, de ne pas avoir vu la différence entre l'amour et la performance. Il a fouillé dans la poche de son manteau, a sorti une autre enveloppe. J'ai parlé au conseil. Je démissionne. J'ai cligné des yeux. Pourquoi? Parce que ce n'était jamais à moi de le façonner. J'ai hoché la tête une fois. C'est la première décision que ton père aurait détesté que je puisse respecter. Il a ri, surpris. C'était une bonne. Je n'ai pas souri, mais je n'ai pas non plus fermé la porte. Avant de partir, il a dit, « Penses-tu un jour à lui pardonner ?» J'ai regardé la photo dans ma main, puis mon fils, le fils d'Harold. Non, ai-je dit. Mais je pense que je n'ai plus besoin de le faire. Cette nuit-là, j'ai enfin ouvert la dernière enveloppe que j'avais évitée depuis les funérailles. Une lettre datée de 6 mois avant la mort d'Harold. Mais, si tu lis ceci, cela signifie que je suis parti et que tu as trouvé les choses que je ne pouvais pas dire de mon vivant. Je ne demande pas le pardon. Je ne demande même pas la compréhension. Juste ceci, tu as été la seule personne qui m'ait jamais vraiment effrayé, parce que tu voyais à travers tout et que tu es resté quand même. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une sorte d'amour que je n'ai jamais mérité. Je suis désolé d'avoir confondu ton calme avec l'absence. C'était toujours de la présence, plus forte que je ne pouvais l'être. J'ai relu 2 fois. Puis je l'ai plié, l'ai placé dans le tiroir sous mes foulards et je l'ai fermé. Non pas pour oublier, juste pour la laisser reposer. Le lendemain matin, j'ai acheté un nouveau journal, relié en cuir, bleu. J'ai écrit le nom de Carly sur la page de garde et j'ai laissé le reste en blanc. Quand elle est venue pour le thé, je le lui ai tendu. Qu'est-ce que c'est? Un endroit pour mettre les choses que tu ne veux plus porter. Elle l'a ouvert doucement, a souri. Tu me donnes toujours des choses qui ne pèsent rien jusqu'à plus tard. C'est l'idée. Nous nous sommes assises sur le porche. Elle a versé le thé. J'ai regardé la tulipe blanche se plier dans la brise, puis se redresser. Grand-mère mais, a-t-elle dit soudainement. Oui. Je pense que tu m'as sauvé. Non, ai-je dit. Tu t'es sauvé toi-même. J'ai juste remarqué. Et ça, au final, c'est ce que j'aurais aimé que quelqu'un fasse pour moi. Je me suis réveillé tôt le matin de mon 67e anniversaire. Pas d'appel téléphonique, pas de carte en attente, juste la lente lumière du printemps trouvant son chemin à travers les rideaux de dentelle. Je me suis assise, j'ai posé les pieds sur le sol froid, et je suis resté là un moment, sans penser, juste en existant. C'était nouveau. Au petit déjeuner, j'avais fait une liste. Pas de regrets, de retour. Mon nom prononcé avec respect. Mon temps non plié à la convenance des autres. Mon silence récupéré et réutilisé. Ma maison n'étant plus la preuve du succès de quelqu'un d'autre. Ma voix stable est la mienne. Carly a appelé à midi. Déjeuner aujourd'hui? A-t-elle demandé. J'aimerais bien. Où tu veux et sans discuter.
J'ai choisi un endroit calme avec de grandes fenêtres et un mauvais service. Le genre d'endroit qu'Harold aurait détesté. Trop d'étudiants, trop peu de formalités. Carly est arrivée avec un petit bouquet de soucis et un livre enveloppé dans du papier craft. Pas pour lire, a-t-elle dit. Pour se souvenir. C'était un journal vierge à l'intérieur. Elle avait écrit, « Tu m'as appris que la présence est une forme de protestation, que regarder n'est pas la même chose que rester silencieux, que le deuil peut être une architecture si on le laisse faire. » J'ai fermé le livre et je l'ai posé à côté de mon assiette. « Tu vas devenir quelqu'un dont on se souviendra, lui ai-je dit. »« Tu le es déjà, a-t-elle répondu. Nous ne nous sommes pas attardés après l'addition. Les au revoir n'avaient pas besoin d'être lourds. À la maison, j'ai ouvert les fenêtres, j'ai laissé entrer l'air frais, l'odeur de l'herbe coupée et de la terre chauffée par le soleil. J'ai parcouru chaque pièce de la maison, touchant le dos des chaises, les coins des cadres, le bord ébréché de la rampe qu'Harold avait toujours l'intention de réparer. Je ne voulais pas quitter cette maison. Les gens supposaient que je la vendrais, que je déménagerais dans un endroit plus petit, plus facile. Mais ce n'était plus un fardeau. C'était la preuve que j'avais survécu à tout ce qui avait autrefois tenté de me réduire. J'ai fait du thé, j'ai écrit une courte note. À qui de droit, je n'étais pas une femme défaite par la mort. J'étais une femme refaite par elle. Que personne ne vous dise à quoi le deuil devrait ressembler. Que personne n'hérite de votre silence. Je ne l'ai pas signé. Cette nuit-là, j'ai retrouvé la vieille boîte. Celle avec les lettres qu'Harold avait gardées. Certaines étaient les miennes, d'autres non. Je ne les ai pas ouvertes, je les ai toutes mises dans une enveloppe brune et j'ai écrit en travers, « Retour à l'expéditeur ». Je n'avais pas besoin de lire ces mots pour savoir qu'ils n'étaient pas écrits pour moi. J'ai allumé le feu une dernière fois cette saison. Non pas par froid, mais par choix. Les flammes se sont enroulées lentement autour du papier, douce, finale. La pièce s'est remplie de chaleur, pas de poids. Quand le feu s'est éteint, je me suis assise dans le noir et j'ai chuchoté la vérité que je n'ai jamais pu dire pendant toutes ces années à faciliter les choses pour tout le monde. J'étais là. Je comptais, même quand c'était gênant. Le lendemain matin, je suis sorti pieds nus, j'ai senti la terre entre mes orteils. La tulipe blanche avait perdu ses pétales. Tous les 5 éparpillés comme de silencieuses déclarations. J'en ai ramassé un, je l'ai pressé entre les pages du journal de Carly. Un souvenir, pas une relique. Et en fermant le livre, j'ai parlé. Non pas à Harold, non pas à Daniel, non pas à Élise, mais à la partie de moi qui a attendu si longtemps d'être choisie. Tu es libre maintenant. Si vous lisez encore, laissez un commentaire. Si vous avez ressenti cela dans votre poitrine, partagez-le avec quelqu'un qui a été réduit au silence. Si vous avez un jour oublié votre propre valeur, écrivez-la. Dites-la à voix haute. Encadrez-la. Défendez-la. Parce que la dignité ne demande pas, elle déclare.